Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Omar Bababa. Omar Bababa est expert consultant international en système ferroviaire et télécommunications énergie et directeur de Access Technologies. Monsieur Ba, merci d'avoir accepté votre invitation. Vous avez un contentieux avec l'État du Sénégal concernant la mise en place du train Dakar-AIBD. Où en êtes-vous avec le contentieux? Nous avons dénoncé les marchés auprès de l'ARMP et attendons la suite. Nous avons été très surpris de la procédure d'adjudication. L'État du Sénégal a passé une entente directe avec un consultant en bureau d'études français que nous connaissons. Et nous regrettons cela. On aurait souhaité qu'il y ait un appel d'offres et que le mieux-disant soit retenu. Et surtout aussi que les sociétés, les bureaux d'études sénégalais puissent y participer. Le ministre chargé des Transports ferroviaires a dit qu'il n'y a pas de gré à gré, que c'est l'État français qui a mis à la disposition du Sénégal un argent qui est un don et que c'est normal que les entreprises françaises puissent avoir ce marché. C'est tout à fait en contradiction avec la lettre, la justification de l'ARMP, parce qu'au début, la DCMP a rejeté cette demande de l'APIX par entente directe. Et dans la lettre de justification de l'ARMP, on parle vraiment d'un contrat par entente directe. Donc si c'était de l'assistance technique, on n'aurait pas eu tout cela, je pense. Mais dans les contentieux au Sénégal concernant l'organisation du code des marchés, l'entente directe n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite, mais il faut justifier. Et dans la lettre de l'APIX, il y a 3 critères qui sont mentionnés. D'abord, l'urgence, qui n'est pas compréhensible. La DCMP l'a d'ailleurs rejeté. Le gouvernement en place est là depuis 2012. Il y avait suffisamment de temps de mettre en route une procédure d'appel d'offres correcte et qui ferait participer tous les bureaux d'études intéressés. Mais pourquoi dites-vous que l'urgence n'est pas justifiée? Parce qu'on le savait depuis 2012 qu'il y avait l'AIBD en construction. Donc il fallait une connexion ferroviaire. Ça n'a pas été fait. Et en plus, je dirais que les autorités ne savent pas les méthodes de réalisation ferroviaire. Si c'est l'urgence vraiment, elle est impérieuse, pourquoi passer un contrat à un bureau d'études alors qu'on peut faire du design and build? C'est-à-dire? Du design and build, vous êtes trop pressé, vous ne faites pas d'études. Vous lancez un appel d'offres fonctionnel et vous demandez à l'adjudicataire, au réalisateur du marché, de faire des études qui vont être vérifiées par un bureau de contrôle. Donc cette procédure aurait été plus judicieuse et plus rapide, si vraiment il y a urgence, comme on le dit ici. Oui, le gouvernement annonce pratiquement le démarrage de l'AIBD en 2015. Et en ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un train qui quitte Dakar pour amener les passagers. Il parle de 25 000 pratiquement passagers jour par rapport à ce train et la création d'emplois. Il justifie ça par justement cette urgence de mettre en place l'aéroport. Le train ne sera pas opérationnel en 2015. Pourquoi? Les études durent à elles seules au moins 1 an. Donc les études de faisabilité, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, DAO ou DCE et d'exécution vont prendre au moins 15 mois. Il faut des études géologiques, géotechniques, il faut des études d'impact environnemental et social, il faut des études techniques, télécom, signalisation, voies, terrassement, traction électrique, parce que le train sera électrique. Tout ça prend du temps. On ne peut pas le faire en moins de 15 mois. Mais c'est impossible. En tant que spécialiste des chemins de fer et des travaux ferroviaires, est-ce que ce projet, à votre avis, il est justifié? Il est judicieux, en quoi peut-il être important pour le Sénégal? Si, il est justifié, il est important pour le Sénégal. Pourquoi? L'aéroport étant relativement éloigné de Dakar, il faut un transport en commun de grande capacité et si possible guidé. Bon, guidé, contrairement à la voiture qui a des pneus qui peut aller de part et d'autre, le train est guidé, il roule sur des rails. Donc c'est le mode le plus intéressant dans ce cas. Vous pouvez transporter beaucoup de passagers. Un bus ne peut pas transporter, même articulé ne peut pas dépasser 120. Articulé, c'est vous avez un bus avec 2 éléments. Donc vous pouvez avoir maximum 120 personnes. Et le train, vous pouvez avoir un train de ce genre, vous pouvez avoir facilement 500, 800 personnes. Mais dans le cadre économique comme celle du Sénégal aujourd'hui, où beaucoup de jeunes cherchent du travail, en quoi la mise en place de ce train peut booster l'emploi au Sénégal? Lors de la réalisation des travaux, il y aura beaucoup d'emplois.
C'est des ouvrages ou des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc, beaucoup de jeunes devraient trouver du travail dans les travaux de terrassement, génie civil, de drainage, d'assainissement, ainsi de suite. Mais pourquoi estimez-vous que l'État du Sénégal n'a pas le droit de donner ce marché à la société Sistra, qui est une société française, qui est spécialisée dans l'étude de faisabilité de ce genre de marché? Bon, nous avons un cabinet qui est spécialisé dans ce genre d'études aussi. Sistra a fait en 2008 une étude de rapprochement de Dakar Demdik et du PTB pour le compte du CETUD. En 2012-2013, le CETUD a relancé un autre appel d'offres pour la phase 2 du même projet. Nous étions en compétition avec des cabinets internationaux. Nous étions le seul cabinet sénégalais, ferroviaire. Nous avons été présélectionnés parmi les 6 cabinets et nous avons gagné haut la main cette compétition contre Sistra et devant Novalis. Dans cette compétition, Sistra avait la plus mauvaise note technique. Donc, être un cabinet français ne signifie pas avoir plus de compétences qu'un cabinet africain ou ailleurs. Mais quelles sont les raisons, donc, à votre avis, que ce marché soit donné à une société française? Je pense que c'est l'AFD qui a financé, qui a fait pression sur le gouvernement, qui a cédé. Il n'y a pas d'autre justification. Et cela est contraire aux règles de l'Union européenne. La KfW allemande ne ferait pas ça. Vous ne pouvez pas passer un appel d'offres et passer un marché avec une entreprise de votre pays et ne pas l'élargir au niveau communautaire. En Europe, l'Union européenne par exemple. C'est la même chose pour l'UMOA. Mais le constat sur le marché sénégalais, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des marchés qui sont mis en place par les sociétés françaises ou des entreprises françaises sont gagnés par des cabinets d'études français. Donc normalement, le Sénégal devait refuser cela. Même si on nous donne l'argent, je n'en vois pas la pertinence. Parce qu'on amène un cabinet français, l'étude que nous sommes en train de reprendre, que Sistra avait faite, les résultats ne sont même pas pertinents. Parce que Sistra, à mon avis, n'est pas un cabinet indépendant. Comme nous le savons tous, c'est la filiale des chemins de fer français et de la RATP. Et l'objet du marché de l'APIX pour le train express Dakar à IBD, c'est de faire des études d'avant-projet sommaire et de sélectionner un opérateur aussi plus tard. Sistra pourrait forcément faire la part belle à la RATP, qui est un opérateur. Oui, la RATP est considérée à travers le monde comme étant, les Français de façon globale sur les chemins de fer sont considérés comme étant parmi les meilleurs parce que les gens disent qu'ils ont construit les chemins de fer en Chine et dans d'autres pays à travers le monde. Est-ce que c'est justifié? Bon, si vous suivez l'actualité, les chemins de fer français sont en décadence. Ils ont beaucoup de problèmes. Les technologies sont vieillottes, il y a beaucoup de soucis. Vous lisez que la presse, vous voyez ce que ça donne. J'ai travaillé longtemps, j'ai étudié en Allemagne, j'ai travaillé et en France et en Allemagne et dans beaucoup de pays asiatiques. Je sais faire la comparaison. Donc, pour moi, les meilleurs en chemin de fer, c'est les Allemands, les Japonais et ensuite viennent les Français. Vous comparez le train à grande vitesse allemand, l'ICE allemand, au TGV, il n'y a pas photo. Ce n'est pas les mêmes technologies. Ce n'est pas la même robustesse. Une Mercedes et une Renault ne sont pas comparables. Vous voyez le Shinkansen japonais. Vous voyez l'aéroport de Shanghai est relié à la ville de Shanghai par un train qui est unique au monde, le Transrapide allemand. Ce n'est pas un train qui roule sur des rails, c'est un train à lévitation magnétique qui roule à 500 km à l'heure. Il n'y a pas d'équivalent en France. Donc je connais bien, j'ai travaillé à Taïwan sur le TGV taïwanais, en consortium avec Alstom et Siemens. Nous faisions l'ingénierie pour Alstom et Siemens. Et quand vous comparez les deux, il n'y a pas la même chose. En termes d'énergie, de gestion de l'énergie, ainsi de suite, l'ICE allemand est largement supérieur. Les Français ne sont pas mauvais, ils sont bons en chemin de fer. Mais on ne peut pas dire que c'est les meilleurs. Mais ce que vous reprochez aujourd'hui aux sociétés françaises et à la position de l'État du Sénégal par rapport à cela, c'est ce que font les Chinois en même temps en Afrique. Quand ils construisent aujourd'hui des autoroutes ou bien des chemins de fer, c'est souvent les entreprises chinoises qui sont derrière en train de faire la construction. Avec Exim Bank qui donne l'argent, mais ce sont les entreprises chinoises qui le font, un peu partout en Afrique. Moi, je pense que même si on nous donne l'argent, on doit passer un appel d'offres. Et on doit avoir du côté du maître d'ouvrage, donc côté sénégalais, des gens à même de vérifier la pertinence des études et des travaux. À ma connaissance, l'APIX, au niveau État, il n'y a personne qui connaît en détail la consistance des travaux d'une étude de faisabilité d'un tel train. J'aimerais voir, je ne crois pas. Donc l'État même, à mon avis, est pratiquement incapable de négocier un tel contrat parce qu'elle ne sait même pas ce qu'il y a à faire. Elle ne sait pas les consistances des travaux, ce qu'il y a à faire.
Donc vous voulez dire en termes clairs que dans ce projet-là, l'État du Sénégal n'a pas de bons conseillers, n'est pas bien conseillé, qu'on ne sait pas à l'avenir ce que cela peut avoir comme conséquence. Je vous donne juste un exemple. Je suis dans un projet en Afrique du Sud où je suis le chef de mission pour une entreprise belge, Access et sous-traitant de cette entreprise belge, avec des compagnies locales. Entre parenthèses, en Afrique du Sud, en Algérie et dans beaucoup de pays asiatiques, une entreprise étrangère, française ou allemande, ne peut pas gagner un marché sans des partenaires locaux. C'est impossible. Et il y va même de notre renforcement de capacité et au moins de développement ou de génération de revenus pour les nationaux. Donc ça déjà c'est un critère. Et pourtant l'Assemblée nationale a voté une loi qui s'appelle le PPP, le partenariat public-privé, où justement ceux qui viennent au Sénégal doivent avoir des partenaires sénégalais. Oui, mais c'est faible. J'ai commenté le code des marchés il y a quelques années. Il a été modifié en septembre 2014. Les articles 50 et 51 ont été un peu améliorés, mais ce n'est pas encore ce Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les entreprises sénégalaises qui sont là, quand d'autres partenaires viennent au Sénégal, qui puissent forcément travailler les entreprises sénégalaises il faut que dans ça ce soit, genre de marché? Il faut que ça soit obligatoire dans le code. Ce n'est pas le cas. Et il faut que l'entreprise sénégalaise qui participe justifie, donne beaucoup de justifications. En Afrique du Sud, il y a ce qu'ils appellent le triple B double E. C'est-à-dire ça veut dire, bon, c'est une discrimination nationale et presque raciale. Donc tout ce qui est noir, on entend par noir les Noirs, les Asiatiques, les Sud-Africains d'origine indienne, les Métis, les sociétés qui sont majoritairement remplissent ces critères sont favorisées. Donc vous ne pouvez pas gagner un marché en Afrique du Sud, dans quelque domaine que ce soit, si vous ne remplissez pas ces conditions. Vous allez en partenariat avec une entreprise locale à prédominance noire. En Algérie, c'est dans le code de leur marché. C'est obligatoire. Donc dans l'évaluation des offres techniques, il y a déjà cette préférence nationale. Donc vous ne pouvez pas gagner un marché sans aller avec un partenaire local. Au Sénégal, c'est facultatif. Le code des marchés en parle, ce n'est pas appliqué. On répond à plusieurs appels d'offres, ce n'est pas appliqué. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. L'Algérie aussi a des pétroles. Ces pays peuvent peut-être se prétendre de le faire. Mais le Sénégal n'a pas peut-être des ressources là pour imposer, parce que notre pays, par son temps, peut attendre la main aux autres pays. Non, c'est la volonté politique. Il y a d'autres pays qui sont au même niveau que nous et qui le font. Les entreprises sont obligées d'y plier. Mais il y va même de la pérennité des ouvrages. En Afrique du Sud, ce qu'ils appellent le RFP, le Request for Proposal, c'est l'appel d'offres, le DAO, qu'on a reçu. Nous, on est arrivé à la phase surveillance des travaux et surveillance des études d'exécution. On l'a modifié presque de fond en comble. Et pourtant, c'est fait par des cabinets européens. Il y avait beaucoup d'erreurs techniques. On modifie. Donc, on n'est pas là-bas. On se dit qu'on est chez soi. On essaie de faire un ouvrage pérenne pour l'Afrique. On l'a fait au Cameroun. Donc, s'il y a des erreurs, on refuse de réceptionner et on essaie de faire le maximum possible. Bon, les Européens, ce n'est pas peut-être tous, ils gagnent leur argent, ils s'en vont. Par exemple, pour le train vers l'aéroport, il y a beaucoup de domaines où les Sénégalais pouvaient apporter le savoir-faire. Ils sont même plus compétents que les Européens. Dans quel domaine? Un état d'impact environnemental et social à faire, un Européen aurait du mal à faire aussi bien qu'un Sénégalais. Il y a un code de l'environnement ici que l'Européen ne connaît pas. Il y a la mentalité, il y a les cultures. Un Européen ne peut pas maîtriser ça. Donc un Sénégalais est plus à même de le faire. Dans l'offre qu'on a soumise aux études, il y a des études géologiques et géotechniques. On travaille avec des Sénégalais qui sont compétents dans ce domaine, comme le professeur Meïssa Fall de Thiès. Pour certains, même qui n'ont jamais travaillé dans le ferroviaire, parce qu'il y a quand même des spécificités, on est prêt à amener un expert européen en une semaine qui travaille avec le Sénégalais. Le Sénégalais peut à l'avenir faire tout seul ce travail-là. Mais est-ce que c'est toujours trop tard que dans ce projet que vous puissiez participer, donner cette expertise sénégalaise par rapport à la réalisation de ce projet? On espère que ce n'est pas trop tard parce qu'on est très demandé à l'étranger. Donc notre expertise est très demandée à l'étranger. On dirige là-bas des cabinets européens. Donc j'ai travaillé avec Sistra, je sais ce qu'ils valent. On a travaillé avec eux en Algérie où il y avait même des erreurs techniques, par exemple sur la traction. On a recommandé à la SNTF, au chemin de fer algérien, de ne pas suivre. Et c'est ce qui a été fait. Donc on peut apporter notre savoir-faire, ce qu'on a appris à l'étranger. Et je pense que c'est pour le bien du pays. On est en train de former des jeunes qui pourront à l'avenir aller travailler au Niger, à Abidjan, au Pakistan, à Taïwan. On parle de trains au Sénégal, de trains électriques.
qui parle de train électrique parle un peu de fourniture d'électricité. Dans un pays comme le Sénégal, où souvent on est soumis à des coupures d'électricité, comment peut-on faire marcher un train dans cette situation-là? Donc j'ai donné une interview au Soleil en 2005 et j'ai expliqué les possibilités qu'il y a. Donc par exemple à Alger ou dans d'autres pays qui sont assez similaires, même s'ils sont mieux nantis que nous en termes d'énergie, il y a plusieurs variantes techniques qu'on peut mettre en œuvre pour pallier aux problèmes qu'on a ici avec la Sénélec. Quelles sont ces variantes? La première variante serait de procéder ainsi. Les chemins de fer, quand vous avez une traction électrique, la traction électrique est alimentée par des sous-stations qui sont construites par le chemin de fer. Ces sous-stations sont alimentées par exemple par l'opérateur électrique, la Sénélec par exemple ici. Donc nous procédons ainsi, nous alimentons une sous-station par deux sources différentes qui ne devraient pas être délestées de manière concomitante par la Sénélec. C'est la première variante. Donc si la Sénélec déleste Bel Air par exemple, Cap des Biches alimente la même source. C'est la première variante. La deuxième, c'est qu'on fait ce qu'on appelle en anglais un overlapping. Donc la sous-station, vous avez plusieurs sous-stations. Deux sous-stations adjacentes alimentent en même temps les mêmes sections de voies. Donc c'est un overlapping, en français un chevauchement. Donc ça veut dire que si une sous-station tombe totalement en panne, que par exemple la première variante, Cap des Biches, Bel Air tombe en panne, la sous-station A est complètement hors d'usage, mais B produit l'énergie et alimente la section concernée parce qu'on a un overlapping. C'est la deuxième variante technique. La troisième, on met généralement aussi, comme le fait à Alger, de gros groupes électrogènes de secours au cas où toutes les deux premières procédures sont défectueuses. Donc c'est possible de faire un train électrique au Sénégal avec même les problèmes d'électricité que nous avons. C'est possible et depuis quelques années aussi, il y a une nouvelle technologie qui est mise en œuvre, c'est de récupérer l'énergie. Donc vous avez un train qui roule, il utilise l'énergie, mais il produit de l'énergie cinétique aussi. Cette énergie cinétique est transformée en énergie électrique et rapatriée à la sous-station et stockée, ou utilisée par le train qui suit, ou stockée dans des batteries. Donc, vous avez une économie d'énergie. Ce que, par exemple, ne pouvaient pas faire les Tchèques, qui étaient en œuvre là pour le tramway de Dakar. Ben justement, ça c'est une question fondamentale. On avait parlé aux Sénégalais au temps du président Abdoulaye Wade qu'il y a un projet de tramway à Dakar qui ferait qu'aujourd'hui qu'on aurait moins de problèmes d'embouteillage, de circulation à Dakar. Ce projet n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Bon, on m'a approché en 2005 suite à cette interview dans Le Soleil. C'était au temps de Mamadou Seck puis de Habib Sy. Je leur ai fait une offre pour les études avec des partenaires allemands. Les Tchèques sont intervenus disant qu'ils allaient financer. Je les ai accompagnés de manière bénévole en République tchèque. Donc il y avait le ministre Habib Sy et ses conseillers. Bon, mes conseils étaient que les Tchèques devaient être moins chers que les Français et les Allemands, mais leur technologie est pratiquement obsolète en termes de matériel roulant par exemple. C'est des matériels roulants à plancher haut, alors que dans les matériels roulants modernes, c'est des planchers bas. Donc des personnes à mobilité réduite, des vieux, une femme avec une poussette ne peut pas rentrer directement, comme vous voyez par exemple dans le métro parisien ou en Allemagne. Donc leur matériel est assez obsolète. Il faudrait un bureau d'études assez costaud qui pourrait faire des spécifications et dire ok, on veut ça. Mais apparemment les Tchèques voulaient faire et les études et les travaux, ce que j'ai déconseillé au Sénégal. Bon, et depuis lors, je n'ai pas entendu parler. Et à mon avis, techniquement, ils ne sont pas à la hauteur de nous faire un tramway digne de ce nom. Mais est-ce qu'il est possible de mettre un tramway à Dakar? Est-ce que le sol à Dakar est adapté pour mettre en place un tramway? Est-ce que mettre un tramway au Sénégal, ce n'est pas aussi détruire certaines maisons qui sont construites? Ça demande beaucoup d'études, ça. Oui, non. Et beaucoup d'argent. Nous, dans notre offre qu'on a faite au ministère des Transports, on était parti sur presque 13 mois pour faire les études d'avant-projet sommaire, détaillées et DAO. C'est faisable. Comme pour le train express régional vers l'aéroport, l'alimentation, ça peut être géré de la même manière. Et pour le sol, à mon avis, c'est possible aussi, mais il faudra que ça soit démontré par des études géologiques et géotechniques assez approfondies. Il y a aussi un coût social, parce que si on veut faire au Sénégal, à Dakar, un tramway, forcément, il y aurait des maisons qui seront détruites, qu'il faut aussi indemniser les gens qui sont là-bas.
Bon, peut-être pas trop quand même. J'avais fait un photomontage sur la VDN avant les travaux de l'ANOCI, de l'OCI, parce que le terre-plein, par exemple, de la VDN se prête merveilleusement à une ligne de tramway. C'est-à-dire le tramway quitte la corniche, Ouais. Dakar, passe sur la VDN jusque dans la lointaine banlieue. Voilà, passer par la route du Golfe, elle est assez large, on met au milieu de la route des stations, ou bien on les met en hauteur. C'est tout à fait faisable. Malheureusement, l'ANOCI n'a pas tenu compte de ça. Bon, il devrait normalement y avoir un plan directeur de l'urbanisme ou de plan de déplacement urbain. Avant de faire des passerelles et tout ça et des ponts, il faut prévoir ce qu'on va faire dans 20 ans. Ça n'a pas été fait. Donc vous voulez mettre un tramway, il faut pratiquement démolir les ouvrages qui sont là-bas, des nivelés qui sont sur la VDN ou essayer d'aller en profondeur. C'est un peu dommage. Normalement, on doit calculer tout ça avant de mettre ces ouvrages-là en route. On a parlé beaucoup de TGV au Sénégal. Quand vous allez dans des pays développés, le transport fait partie du facteur de développement, parce que c'est un facteur de croissance. Marseille-Paris, c'est en 4 heures de temps qu'on le fait aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible d'avoir des tramways ici au Sénégal, des TGV? Tramway, on en a parlé, c'est possible. TGV? TGV, le Maroc est en train d'en construire un. On a fait des études en Algérie pour des TGV aussi. Par exemple, une ligne qui quitte Dakar, qui passe par Saint-Louis, Tambacounda, Bakel, et fait le tour pour revenir à Dakar, à Ziguinchor. C'est possible, ça risque d'être assez coûteux, mais c'est possible. C'est possible. Bon, l'Algérie, finalement, ce qu'on leur a conseillé, après avoir vu les coûts, on leur a dit, allez-y jusqu'à 220, et c'est bon, on verra ensuite. 220 Parce que km. le TGV, moyennement, c'est vers 300, 350. Donc on a réduit parce que c'est quand même le relief entre Oran, Alger et Annaba est très montagneux. Finalement, on leur a dit si vous allez jusqu'à 220, c'est électrifié, tout est électrifié en Algérie. C'est suffisant pour le moment et on verra peut-être dans quelques années. Si le Sénégal avait l'ambition de mettre en place un TGV qui quitte Dakar pour aller jusqu'à Saint-Louis, Bakel et passer par Tambacounda, peut-être Ziguinchor et revenir parce qu'il y a toujours des problèmes de déplacement, est-ce que le Sénégal aurait les moyens de le faire? Et que sur le plan international, sur le marché international, il y a des financements pour ça? D'habitude, si on fait ce genre de projets qui sont quand même lourds en investissement, on procède par étapes. On ferait Dakar-Saint-Louis, on patiente un peu, on fait Dakar-Kaolack, on fait Kaolack-Tamba, ainsi de suite. C'est faisable, mais à mon avis, il faut éviter peut-être ces projets de prestige. Si on arrive à avoir des trains qui roulent à 160 ou 200, c'est largement plus rapide que la voiture, parce que vous êtes en site propre, vous roulez, vous ne traversez pas des zones urbaines, il n'y a pas de ralentissement. Ce serait suffisant pour le moment. Qu'on ait d'abord une mobilité urbaine qui est réglée et qu'on ait des connexions ferroviaires au moins à 160 km/h avec des trains qui roulent confortables, avec de la climatisation qui arrive à l'heure, ce serait déjà très bon. Donc l'option c'était de réhabiliter aujourd'hui les chemins de fer existants qui quittent Dakar jusqu'à Saint-Louis, dans les régions, c'est ça qu'il faut faire? Je dirais le remplacer entièrement. Le chemin de fer existant date de la colonisation, il est en voie métrique. La voie métrique ne se prête pas à cette modernisation envisagée. Autant tout enlever et refaire le terrassement, refaire la voie, mettre du nouveau matériel roulant, pouvoir rouler à 160 à l'heure sur des voies standards. Donc un écartement standard, c'est 1,4 mètres de la distance entre les deux rails. Là, c'est métrique, c'est 1 mètre. Donc qu'on change tout. Je pense que l'UMO a lancé un appel d'offres pour réaliser parallèlement à Dakar-Bamako l'existant, un autre par le sud qui sera un écartement standard. C'est là où il faut aller et je pense que l'Union africaine a choisi aussi l'écartement standard. Oui, parce que le président Abdoulaye Wade, souvent, n'entendait pas de train à grand écartement au Sénégal. Il y a une possibilité de le faire ici, ce train à grand écartement. Comment le faire, avec quel moyen le faire? Déjà, nous, on avait proposé que, par exemple, pour le PTB, si on veut mettre du tramway, on met un tramway à Dakar, on continue à utiliser la voie actuellement du PTB, mais en mettant d'autres matériels roulants à écartement standard. Bon, sur la voie, ça ne serait pas possible, mais mettre une troisième file de rail. Ça existe même en Europe. Donc vous aurez une voie avec 3 files de rail, la première file qui est métrique et l'autre qui a 1,4 mètre. Ça permettrait de faire rouler 2 types de matériel roulant. C'est ce qu'on appelle le tram-train, que Karlsruhe en Allemagne a révolutionné. Ça vient de la ville de Karlsruhe et c'est très positif. Beaucoup de pays, beaucoup de villes viennent s'en inspirer. Pourquoi pas nous?
Mais tout cela demande quand même un coût financier énorme. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, en termes de milliards pour réaliser tout ça? Parce qu'on parle de plan Sénégal émergent aujourd'hui, mais les infrastructures routières et ferroviaires sont importantes dans le développement d'un pays. Par exemple, si vous quittez à Dakar, aujourd'hui vous allez en Casamance, il vous faut 2 ou 3 jours, 48 heures pour le faire. Alors qu'il y a des produits cultivés en Casamance qui peuvent aller sur les marchés de façon plus rapide. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour le faire? Non, je pense qu'il faut la volonté politique. Les moyens qu'on met ailleurs, si on les mettait sur le ferroviaire, ou en partie seulement. À peu près, le coût, c'est combien? Le coût, combien de milliards? 50, 40, 60 milliards, 70 non, milliards? C'est dans les centaines de milliards. C'est dans les centaines de milliards, c'est plusieurs centaines de milliards. Mais on peut aller étape par étape. On n'a pas besoin de faire Dakar, Ziguinchor en 1 an, mais on le fait par étapes. On le fait en étapes et c'est faisable. Donc, j'ai réagi à un commentaire d'un compatriote qui est basé au Japon, qui parlait d'autres solutions de transport, les bus rapides que les étudiants sont en train de mettre en place, pour dire que c'est beaucoup moins cher. Mais en termes d'ingénierie, d'infrastructure, on ne compare pas les coûts d'investissement. On compare les coûts de possession, ce que les Anglais appellent life cycle cost. Donc, le train en investissement est beaucoup plus cher, mais c'est des investissements qui durent 50 ans. Donc, si vous les étalez, vous y additionnez les frais d'exploitation et de maintenance, vous verrez que c'est beaucoup plus bas que les coûts d'une route. Est-ce que vous êtes persuadé qu'aujourd'hui, avec ce nouveau régime, il y a une volonté politique de mettre en place ces genres de situations qui peuvent, dans 15 ans, 50 ans, permettre au Sénégal d'avoir des voies de communication efficientes? Si, je pense qu'il y a la volonté. Il y a plus de volonté que sous le régime d'Abdoulaye Wade, qui avait des idées aussi, mais c'était malheureusement assez brouillon. Il y a plus de volonté. Malheureusement, les procédures ne sont pas adaptées. Il n'y a pas les compétences qu'il faut. Il n'y a pas les expériences. Et on va voir quelqu'un qui s'y connaît, mais qui peut vous vendre ce qu'il veut parce que vous ne vous y connaissez pas. Il peut vous vendre ce qu'il veut, faire des études, vous donner tout ce que vous voulez, et vous ne pouvez pas vérifier. Donc je vous donne un exemple, le métro de Taipei, la capitale de Taïwan. Quand j'y étais pour le TGV, j'ai vu un métro qui a été construit par un pays européen, je ne citerai pas le nom, parce qu'il ne va pas ici de pays ou de société. Et dès que vous leur parlez que vous venez de ce pays ou vous connaissez ce pays, ils vous quittent. Parce que les gens ne connaissaient pas. C'est leur premier métro à Taipei. Et une entreprise et des sociétés d'un pays européen ont réalisé le projet et très mal réalisé le projet. Donc nous, on risque de vivre le même scénario ici. Donc attention, faites attention à ce que vous faites. Ça d'engager le pays dans des situations difficiles. Si vous avez... Contrôler, éviter que l'argent de contribuable ne puisse être mal utilisé. Voilà, il faut s'entourer de garde-fous. Si on a une compétence locale et qu'on peut faire appel à elle, tant mieux, je ne tire pas la couverture vers moi. Il y a 3 autres Sénégalais avec qui je m'échange souvent sur les dossiers techniques, qui sont en France, qui sont dans le ferroviaire et qui pourraient aussi aider. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres Sénégalais qui sont dans d'autres pays. Mais malheureusement, au Sénégal actuellement, on n'a pas de compétences, à part ces gens-là, qui puissent négocier avec un cabinet étranger ou suivre un dossier ou une étude de manière assez correcte. On n'a pas ça, on n'a jamais construit le chemin de fer. Il faut apprendre. Donc il nous faut faire appel à cette expertise ou bien avoir un cabinet indépendant, vraiment indépendant, pour réaliser ce genre. Ouais, donc vous dites qu'il faut apprendre pour comprendre, comprendre pour entreprendre. Merci infiniment à M. Omar Bababa, expert consultant international en système ferroviaire, télécommunications et énergie. Nous parler du chemin de fer au Sénégal, surtout du dossier concernant le train Dakar-AIBD. Vous dites que vous avez fait des réclamations au niveau de l'ARMP pour que le marché soit bien revu et que le Sénégal doit faire très attention par rapport aux études techniques à la faisabilité pour que le pays demain, ou bien dans 15-20 ans, ne soit dans une situation difficile. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.